Bonsoir à tous, merci de regarder Espace TV, bienvenue aux 20h. Voici les titres de ce journal. L'état d'urgence sanitaire reconduit pour une période de 30 jours, l'ouverture progressive des frontières aériennes suivie d'un léger allègement des mesures sanitaires. Ce sont les annonces faites par Alpha Condé lors d'une adresse à la nation sur la situation de la pandémie du coronavirus en Guinée. Décryptage à suivre dans ce journal. Et puis, nous irons dans la préfecture de Bofa à la découverte du district de Mouraya, confronté à un manque criard d'infrastructures, une situation que déplorent les habitants sur place. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis enfin, les sœurs Mimi et Niki ont bravé le climat tropical de la Thaïlande et dépassé les attentes pour produire un vin primé et se retrouver à l'avant-garde de la viticulture dans un contexte de changement climatique. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. Dans une adresse à la nation, le président de la République a fait des annonces. Il s'agit notamment de la reconduction de l'état d'urgence sanitaire pour 30 jours ou encore l'ouverture progressive des frontières aériennes. Les lieux de culte restent fermés jusqu'à nouvel ordre et le port des bavettes obligatoire. Ces annonces, selon le chef de l'État, visent à lutter contre la maladie en Guinée qui vient de franchir la barre des 6000 cas de contamination. Mariam Fodi Camara décrypte l'adresse à la nation du chef de l'État. Suivez. Dans cette adresse à la nation, le président a tout d'abord fait le point de la situation de la crise sanitaire que traverse la Guinée avant de donner des informations sur des nouvelles mesures rendues nécessaires par l'évolution de la pandémie dans le pays. Alpha Condé a aussi exprimé son regret dans le relâchement de certaines mesures sanitaires. En effet, malgré les appels à la discipline et le gré des règles édictées par les autorités sanitaires, je constate avec regret et amertume le relâchement par endroits des mesures barrières et notamment le non-respect du port du masque en public et à la maison, la violation des décisions visant à la limiter de rassemblement des personnes, ainsi que les déplacements intempestifs de Conakry vers l'intérieur du pays. Ces pratiques non citoyennes ont eu pour conséquence l'apparition de nouveaux cas dans certaines villes de notre pays, jusque-là épargnées. Le chef de l'État a lancé une invite à toutes les composantes de la société à renforcer leur message de sensibilisation autour des modes de prévention de la COVID-19 et des enjeux économiques et sociaux de la riposte contre la pandémie. Le gouvernement, pour sa part, poursuivra ses efforts en vue d'apporter les réponses appropriées aux défis sanitaires et économiques que représente cette pandémie. Après consultation avec les acteurs concernés dans la lutte contre la COVID-19, le président a annoncé l'allègement de l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence est reconduit pour une période de 30 jours à compter du 15 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières aériennes vont connaître une réouverture progressive à partir du 7 juillet 2020. Couvre-feu est ramené de 0h à 4h du matin pour la zone du Grand Conakry, Koya, du Breka, et reste entièrement levé à l'intérieur du pays. Le port du masque est toujours obligatoire tant en public qu'à la maison. Les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire restent en vigueur. Le président Alpha Condé a par ailleurs affirmé être convaincu que la victoire contre la pandémie de COVID-19 est à portée de main. Il suffirait juste, selon lui, de faire preuve de solidarité et de responsabilité pour vaincre cette maladie. Et puis, dans la perspective de la reprise du trafic aérien, après plus de 3 mois de suspension, le ministre des Transports, Aboubakar Silla, s'est rendu ce jeudi à l'aéroport de Conakry pour s'assurer des dispositions prises pour la reprise de ses services. Babou Condé, Lamine Silla. Suspendus depuis le 21 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, les vols commerciaux vont enfin reprendre leur activité à l'aéroport international de Conakry-Bessia ce jeudi 17 juin. Le ministre des Transports Aboubakar Silla s'est rendu sur place pour être sûr des dispositifs pris à cet effet. Nous avons fait le constat que tout le plan de relance de l'aéroport a été pris en considération par la SOGIAC sous le contrôle de l'autorité guinéenne de l'aviation civile et nous estimons que les vols donc, dans ces conditions-là peuvent bien reprendre en ce qui concerne la sécurité sanitaire des passagers aussi bien à l'embarquement qu'au débarquement. Cette réouverture va permettre aux Guinéens bloqués à l'extérieur de regagner leur pays, mais à d'autres de pouvoir reprendre leur activité.
Tout ceci se fera suivant un protocole. Il est prévu dans le nouveau protocole, dont le détail sera fait et sera vulgarisé au niveau des médias, qu'il faut absolument disposer d'un résultat négatif de test de moins de 7 jours à l'extérieur pour pouvoir embarquer dans n'importe quel avion à destination de la Guinée. Mais une fois en Guinée, il n'est pas exigé qu'il y ait un nouveau test à l'arrivée à l'aéroport, parce que ce serait extrêmement difficile, extrêmement compliqué, compte tenu du nombre de passagers dans les vols commerciaux, compte tenu du risque aussi que plusieurs vols commerciaux se retrouvent en même temps, à la même période, donc au niveau de l'aéroport. La direction générale de la SOSEAC rassure quant au respect de ce protocole par des mesures applicables à tous les passagers, sans exception aucune. Nous sommes dans une situation très difficile, sans avion, et que l'aéroport est fermé. Financièrement, nous sommes plombés. Tous les partenaires de l'aéroport, nous avons travaillé pour mettre en place un protocole sanitaire permettant à l'aéroport de Conakry d'être fonctionnel pour recevoir les passagers. Et vous avez entendu le ministre parler, il y a un protocole qui est en place qui sera respecté. La Guinée a connu ses premiers cas suspects de coronavirus au mois de mars. À la date du 15 juillet, le pays a enregistré un cumul de 6 276 cas confirmés et 38 décès. Restons dans le même registre au lendemain de la sortie du chef de l'État sous l'état d'urgence sanitaire. Les réactions se multiplient du côté de la société civile, par exemple. On salue les mesures prises pour une sortie de crise sanitaire. Justin Leno, Yacouba Traoré. L'allocution du président Alpha Condé était tant attendue par la population guinéenne. L'allègement de l'état d'urgence sanitaire reste focalisé sur les points habituels, notamment le couvre-feu qui s'étend désormais de 0h à 4h du matin. Dans sa Kourouma de la société civile salue le discours. Si le président avait demandé, s'il avait levé l'état d'urgence sanitaire, j'allais m'y opposer personnellement, pour la simple raison des nouveaux cas sont enregistrés tous les jours et des malades sont en traitement. D'autres même, leur situation n'est pas connue. Mais au-delà de ça, il y a encore la maladie dans les pays voisins. La pandémie existe encore au niveau mondial. Donc la décision de la reconduction de l'état d'urgence sanitaire est de facto. Le président a également annoncé la réouverture des frontières à partir de ce vendredi. Abdoul Sako du COGELPED, lui, doute de cette mesure et propose son suivi normal. Les 200 premiers qui sont venus dans le pays et qui n'ont pas été saisis, on a pris leur passeport et les abandonnés, ont été un facteur essentiel de propagation du virus dans le pays. Donc, il va falloir prendre des mesures idoines pour que l'ouverture là ne nous soit pas préjudiciable. De l'autre côté, c'est au niveau des populations. C'est davantage doubler d'efforts, encourager, prendre le port du masque pour que ça soit effectif, pour ne pas que les efforts fournis pendant plusieurs mois ne puissent être entassés. Par ailleurs, le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne condamne le relâchement du port des masques de protection par certains citoyens et le ralentissement des services de communication. Même sur les télévisions, les spots qui passaient, les messages d'information qui passaient commencent à se raréfier parce que les gens estiment que tout va dans les conditions normales. Mais en réalité, l'épidémie, la maladie existe encore dans les pays développés et la Guinée n'a pas un système de santé qui nous permet de nous résister dans le cadre d'une contamination de masse. Donc, le respect des mesures édictées par les autorités sanitaires pourrait éviter la propagation de la maladie, selon ces acteurs de la société civile. Autre réaction, celle des habitants de la capitale directement impactés par les effets de l'épidémie de coronavirus, l'état d'urgence sanitaire, donc sa reconduction, mais aussi des mesures prises sont diversement appréciées dans la rue. Reportage à Djena Bangoura, Alseni Kamara. Dominées par le stress, ces personnes interrogées s'attendaient à un allègement de certaines mesures liées à l'état d'urgence sanitaire, notamment le coût du transport, dont l'impact sur leur quotidien devient de plus en plus insupportable. Parce que quand tu prends le transport aujourd'hui, une seule tronçon, 3 000 francs, quand cela se prolonge à tout moment, tu vois ce que ça fait.
ça diminue la mobilité des gens, des citoyens. L'État devrait voir d'autres états d'urgence, voir d'autres manières pour alléger un peu le déplacement de la population. Il y a beaucoup de manières de résoudre cette crise. L'affaire de confinement, là, ça dérange beaucoup les affaires. Vous voyez les transports, ils ont augmenté. Par contre, d'autres partagent l'idée de prolongement vu la montée en flèche de l'épidémie ces derniers temps. Ce prolongement n'est pas fortuit. Le président a voulu préserver la vie des Guinéens. Tout le monde sait que partout dans le monde aujourd'hui, c'est la souffrance. Mais la santé avant tout. Nous savons déjà que nous avons perdu cette année qui est l'année 2020. Il ne faut plus maintenant qu'on pense aujourd'hui à relancer l'économie. En tout cas, tout ce que notre objectif aujourd'hui, c'est de combattre cette maladie. Ce n'est pas un problème spécifiquement guinéen, c'est mondial. Donc nous devons s'enrichir au conseil donné par les médecins, l'état décrété par le gouvernement. Ce n'est pas un problème du gouvernement, c'est un problème à nous tous. La Guinée a franchi la barre des 6 000 cas de contamination avec plus de 4 000 guéris et 38 décès. Le président Alpha Condé joue donc la carte de la prudence en suivant les recommandations des acteurs de lutte contre la maladie qui estiment qu'il est encore tôt de lever toutes les restrictions liées à l'état d'urgence sanitaire. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette adresse à la nation du chef de l'État et les réactions que cette adresse a suscitées. Parlons à présent politique dans ce journal présidentiel d'octobre 2020. La CENI s'active dans les préparatifs. Un atelier de formation des membres des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales est organisé ce jeudi à Conakry. Objectif, l'inscription des électeurs le jour du vote et éviter la présence des mineurs dans les circonscriptions électorales. Justin Leno, Yacouba Traoré, compte rendu. Cet atelier regroupe les représentants des partis politiques concernés par la présidentielle et ceux des commissions électorales communales. Ils sont formés pour l'inscription, le transfert et la radiation des électeurs qui ne seront pas dans les normes prévues par la loi le jour du vote. Ils ont pour mission d'inscrire de nouveaux électeurs. Ils ont pour mission d'apporter des corrections sur les électeurs qui sont déjà inscrits dans le système. Ils ont pour mission de radier les électeurs qui sont décédés par exemple. D'accord ? Ils ont aussi pour mission de donner la possibilité aux électeurs qui ont changé de localité qu'ils puissent avoir aussi leur transfert. Pour éviter des anomalies dans les bureaux de vote, les bénéficiaires au nombre de 115 pour la circonscription de Kaloum devront veiller au respect des critères dans les choix des candidats. Les conditions pour qu'un nouveau électeur soit enregistré, il faut d'abord avoir 18 ans révolus, il faut avoir une pièce d'identité. D'accord, la carte d'identité nationale, le passeport, la carte d'étudiant ou d'élève en cours de validité, et la carte consulaire et le livret militaire. Autre mission de ces membres des démembrements, c'est la réintégration de 2 483 992 électeurs retirés du fichier électoral lors du double scrutin du 22 mars dernier. Leur mission, c'est de faire en sorte que 2 443 992 personnes qui avaient été retirées conformément aux recommandations de l'étude de la CEDEAO réintègrent la base et que ceux-là qui ont eu 18 ans révolus depuis la dernière date de clôture de la révision passée soient aussi enrôlés. Ces opérations engagées par la Commission électorale nationale indépendante s'inscrivent dans le cadre de la bonne tenue de la présidentielle du 18 octobre.
On en vient à ce élément annoncé au sommaire de ce journal. Les habitants de Mouraya, une localité située dans la préfecture de Bofa, souffrent de nombreux problèmes d'infrastructure. Ils dénoncent le laisser-aller des autorités et veulent du changement. Beauté et paysages de verdure à volonté, Mouraya respire la fraîcheur, mais les villageois ont le sentiment d'être délaissés par l'État. Reportage Ouminatou Sidibé, Amara Alex Silla. Nous sommes à Mouraya, dans la préfecture de Bofa, un des districts les plus oubliés de la Guinée. En plus de son enclavement, le peu d'infrastructures routières existantes reste complètement défoncé. Mouraya manque presque de tout, pas d'eau, encore moins d'électricité. On a beaucoup de difficultés. Pour la première, on n'a pas de route. Au moment de nos travaux, on perd tout à cause de l'état de la route. De Bofa jusqu'ici, on fait 45 km, un vrai casse-tête. En cette saison de pluie, le moment viendra où les rivières seront ouvertes et ce sera le calvaire. Les habitants se ravitaillent à partir de 2 puits. L'un ne fonctionne qu'en hivernage et le second accueille les citoyens les 2 saisons. En saison sèche d'ailleurs, les femmes sont obligées de marcher des kilomètres pour s'offrir de l'eau. L'autre préoccupation des habitants de Mouraya, c'est le manque d'un centre de santé, même s'ils doivent se réjouir de la construction d'un hôpital en cours. Dieu merci, il y a une chose qui nous soulage, mais ce n'est pas aussi achevé. Dans la vie d'un homme, c'est la santé qui compte. Donc un hôpital est en construction par l'aide de l'État. Cela nous réjouit. À Mouraya, la forge est l'une des activités génératrices de revenus. Ce père de famille gagne 50 000 francs par jour. Une recette qui l'aide à subvenir à ses besoins. Je vends le bois pour acheter le fer. Des fois, je peux faire jusqu'à 20 débats. Si c'est la saison des machettes, je peux forger jusqu'à 15 en une journée. L'insalubrité dans les marchés de Conakry, on peine à résoudre ce problème. À cela s'ajoute la corruption qui rend l'assainissement encore plus difficile. Ce mercredi, au CFP de Matoto, le mouvement Sauvons nos îles a fait un appel à une méthode bien particulière, le slam et le théâtre, pour mettre à nu ce phénomène. On voit tout cela dans ce reportage signé Mamadou Salouba, Alcénie Camara. Elle encaisse tous les mauvais coups de la vie, mais elle est forte. À la maison, elle joue le rôle du mari. Elle accepte la vie sous toutes ses formes, sous cette fragilité de femme. À travers le slam, saluer la bravoure des femmes. Pour leur avenir. Et à travers le théâtre, montrer que les vendeuses payent pour se débarrasser des ordures. Mais qu'en réalité, les ordures, elles sont toujours là, dans les marchés de la capitale. Une prestation qui aurait dû se faire dans le marché, mais Covid oblige. Une initiative du mouvement Sauvons nos îles qui veut lutter contre la corruption dans les marchés. C'était une autre manière de militer, une autre manière de faire comprendre certains problèmes dans les marchés. On a fait des enquêtes. On s'est rendu compte qu'au niveau des marchés, il y a un tas de problèmes. Et ces problèmes, on ne peut pas parler de ces problèmes dans des conférences, dans des hôtels. On a décidé de trouver un autre moyen de façon créative, de façon artistique, de façon théâtrale. Et les initiateurs n'ont pas trouvé mieux qu'un théâtre forum. Leur ambition, amener les gens à suivre un fait réel, débarrassé de toute invention. On paye 5 000 francs pour la place, 1 000 francs pour la salubrité, 1 000 francs au docker. Chaque jour, on paye 7 000 francs guinéens. Ces femmes sont souvent même intimidées par les responsables du marché quand elles ne payent pas, comme vous avez vu dans la scène. Quand tu ne payes pas, on vient prendre ta marchandise, on jette. Pourtant, c'est ton droit. Tu payes ton droit, mais l'État ne fait pas, c'est-à-dire l'administration ne fait pas son devoir. Alors que faire? Car c'est pour répondre à cette question que le MSI, accompagné par OSIWA et le C4AA, a invité autorités locales, vendeuses et gestionnaires de déchets pour ensemble trouver des solutions. Pour lutter contre ce fléau, il faudrait que chacun soit responsable.
et qu'on n'aille pas à jeter la responsabilité à l'autorité. Et chacun essaye de se battre et d'assainir son cadre de vie. Les marchés se trouvent dans les quartiers et dans ces quartiers, il y a des associations de jeunes. Pourquoi ne pas confier la gestion des ordures à ces associations? Il faut que les femmes se donnent les mains pour pouvoir travailler. Et 900 personnes dans le marché, ça peut donner quoi par jour? Là, ça va où? L'administration du marché de Matoto et la mairie, invitées à la rencontre, pourraient bien répondre à cette question, mais elles n'ont pas pu se présenter. Les initiateurs, eux, comptent organiser ce genre d'activités dans les autres marchés de Conakry, qui sont tous victimes du même mal. L'ONG britannique World Humanitarian Drive a distingué le député Sekou Benna Kamara comme meilleure personnalité politique du monde pour l'année 2020. Le nominé était ce jeudi face à la presse pour présenter le prix et ses perspectives pour son pays, la Guinée. Bernard Koundounou nous signe le compte-rendu. Chaque année, World Humanitarian Drive choisit des personnalités à travers le monde entier qui se sont fait remarquer dans les domaines comme la médecine, la connaissance juridique, les finances, l'éducation et la santé dans leur pays. Pour cette année 2020, 25 personnalités ont été retenues parmi 16 000 candidats dans tout le monde entier. Le Guinéen honorable Dr Sekou Benna Kamara a donc été désigné meilleure personnalité politique du monde entier pour son engagement politique en faveur de la protection de l'environnement. Cette présente conférence de presse consiste donc à présenter cette distinction au peuple de Guinée, mais aussi au parti GUD qu'il dirige. Quelles sont les personnes qui peuvent aider l'humanité dans leur domaine spécifique? Peut être en politique, qui peut être en recherche scientifique, dans l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont identifié les personnes dans ces 12 domaines cités plus haut. La distinction permet aux personnalités de poursuivre la mise en œuvre de leurs projets dans leur pays d'origine avec le soutien de l'organisation. Le nominé promet de s'investir à cet effet dans le domaine de la formation des jeunes Guinéens. C'est pourquoi il tend la main à la structure. Le pont est déjà entre moi et entre nous et ce ONG. Et ce ONG est implanté à travers tout le monde entier pour résoudre certains problèmes. Deuxième objectif de cette communication, faire le point sur la situation sociopolitique du pays. Le député invite les parties prenantes au dialogue pour une sortie de crise. Chacun d'eux doit accepter l'autre. En venant pour négocier, je mets toutes les conditions qui ne permettent pas de négocier. World Humanitarian Drive est une organisation d'origine britannique qui vise à utiliser des stratégies possibles pour aider et inspirer les communautés à améliorer leur qualité de vie basée sur l'expertise et le professionnalisme dans le domaine de la médecine, de la connaissance juridique, des finances, de l'éducation et de la santé. L'ONG Antalpita a pour son baptême de feu planté ce samedi 11 juillet 2020 dans le district de Bourkadje, sous-préfecture de Sintali, 600 plants de pin et l'acacia manzoum sur le lit du cours d'eau de Kokoulou à l'ouest du barrage King Kong qui desserte le courant électrique à plusieurs villes de la Moyenne-Guinée. Ce geste de l'ONG Antalpita a réjoui toutes les autorités de la préfecture de Pita qui ont d'ailleurs pris part à cette campagne de reboisement. Le point avec notre correspondant régional, Salibi Lalisso. En Moyenne-Guinée, comme dans plusieurs autres villes du pays, l'environnement est sérieusement menacé. Dans la préfecture de Pita, l'ONG Antalpita, créée il y a juste une année, s'engage déjà dans la protection de l'environnement. On a jugé nécessaire pour le développement de Pita, il fallait commencer par protéger les acquis que Dieu nous a donnés. On a le pin, le sapin et l'acacia manzoum. C'est 600 plantes. On a jugé nécessaire de commencer par les plantes qui ne seront pas dérangées par les animaux que nous avons. Pour le sous-préfet de Sintali, accompagné par toute la notabilité de la localité, le choix de l'endroit n'est pas fortuit.
c'est ce barrage hydroélectrique qui ravitaille en courant électrique la région administrative de Mamou, la préfecture de Dalaba, la préfecture de Pita, la région administrative de Labé, la sous-préfecture de Timbi-Madina et beaucoup de districts. Donc c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'envoyer cette fois-ci le reboisement vers l'ouest de ce barrage que vous voyez, car vous connaissez l'importance de ce barrage. L'importance de ce barrage pour le pays a par ailleurs poussé le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Pita à plaider auprès des populations de Sintali pour le suivi et l'entretien des plans. Le reboisement, c'est un acte civique que chaque citoyen doit se battre pour faire. En plus de ça, si le reboisement, c'est le contrôle et le suivi qui est très difficile. Il ne s'agit pas de reboiser, mais il s'agit de contrôler ce que vous avez planté. Si le suivi et le contrôle n'est pas là, le travail est foutu à l'air. Le barrage là, c'est un bijou pour la préfecture de Pita en particulier. Mais en général, le Fouta et la République de Guinée, nous avons constaté les missions d'inspection de l'environnement qui viennent ici. C'est, comment dire, presque c'est la déception totale. Les résultats qu'on nous communique, c'est la déception totale. Et cela est dû à l'effet de l'homme même sur la nature. Couper les bois. Quand vous coupez une plante, vous reboisez 10, ça donne de l'avantage. Mais quand vous coupez, vous ne reboisez pas. Vous êtes en train de détruire la nature. Ces 600 plans de l'ONG Pantalpita permettront sans doute de protéger l'écosystème en général, mais particulièrement le barrage de Kenkong. À présent, l'actualité en ont bravé le climat tropical de la Thaïlande et dépassé les attentes pour produire un vin primé et se retrouver à l'avant-garde de la viticulture dans un contexte de changement climatique. Suivez ce reportage. Le site est à couper le souffle. Au pied des montagnes du parc de Khao Yai, au nord de Bangkok, un vignoble. Les cépages sont français et australiens et les productrices, deux sœurs thaïlandaises. Avant de récolter des prix, elles ont dû surmonter les préjugés. Il y a beaucoup de facteurs qui font que les gens ne veulent pas nous prendre au sérieux. D'où nous venons, la région qui est inconnue, le fait que nous sommes des femmes aussi. Ce sont leurs parents qui ont planté les premières vignes. Le métier est récent dans le royaume, une vingtaine d'années, et les expérimentations encore nombreuses. Ici, on expérimente avec du pinot noir. Donc on fait 2 clones de pinot noir, un de France et un de McLaren Vale en Australie, juste pour voir lequel fonctionne le mieux. J'ai planté ces vignes il y a environ 3 ans. Car le climat n'a rien de classique. Une saison des pluies diluviennes suivie d'une saison sèche pour une récolte en février. Les températures descendent au plus froid de l'hiver à 12 degrés et la cave doit être en permanence climatisée. Pour Nikki, qui a étudié l'œnologie en Australie, son expérience peut aider d'autres producteurs qui font face au changement climatique. La viticulture tropicale est en plein essor. Beaucoup de viticulteurs du monde entier veulent savoir ce que nous faisons ici. Car le climat change partout, ils doivent donc s'adapter à des températures plus chaudes, à des précipitations plus importantes dans leur région. La pandémie a durement touché les rares viticulteurs thaïlandais, car le secteur est avant tout touristique. Pour relancer les visites, le domaine aurait besoin de faire de la publicité sur son vin, mais c'est interdit. Dans le royaume, faire la promotion de l'alcool est durement réprimé. Par exemple, je ne peux pas montrer clairement une bouteille de mon vin. Je ne peux pas publier quel est le goût de notre vin sur les réseaux sociaux, sur le goût qu'a notre vin. Et il y a aussi une restriction sous forme de taxes. Une dégustation des vins au pied des vignes, une image interdite de diffusion en Thaïlande sous peine d'amende. De nombreux petits producteurs d'alcool tentent maintenant de faire changer des lois qu'ils estiment favoriser les très puissants producteurs de bière et de spiritueux du pays. C'est la fin de ce journal réalisé par Mamadou Sadio Baldé. Les infos reviennent à 22h avec Ibrahima Khalil Diallo. Merci pour votre fidélité. Bonsoir chez vous.